Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour analyser toutes les infos parues autour de notre PSG avec enfin un dossier concret, voilà, qui prend un petit peu d'ampleur, Milan Skriniar. C'est Dominique Sévérac qui a eu l'exclusivité, qui l'a balancé hier dans l'après-midi. Comme par hasard, 2 heures après, tous les médias étaient au courant de tout, chacun y allait de son petit papier, l'équipe, Loïc Tanzi, Fabrizio Romano, Gianluca Di Marzio, et ce matin, la Gazzetta dello Sport, on va commencer par là, annonce que du côté de l'Inter, on aimerait 40 millions d'euros au moins pour lâcher le défenseur de 27 ans, à qui il reste, on le rappelle, une seule petite année de contrat. Bref, il y a une conjoncture économique, je l'ai énoncé hier. Entre-temps, je me suis renseigné encore plus en profondeur sur la situation de l'Inter. Bon, comme d'habitude, ils doivent faire leurs grosses ventes pour assainir et équilibrer les comptes, mais aussi pour pouvoir prétendre faire un bon mercato. Je crois qu'il y a aussi une volonté de libérer un petit peu de masse salariale. Milan Skriniar touche actuellement 3,5 millions net par an. Ça parlait d'une prolongation avec une revalorisation plutôt vers les 5 millions, toujours en net. Et Luis Campos, selon Fabrice Hawkins, voudrait lui doubler son salaire tout simplement. Donc passer à 6-7 millions en net, ce qui fait quasi la dizaine, tout simplement, à lâcher en brut pour le club. Ce qui me paraît quand même énorme, même si les 40 millions, pour moi, c'est vraiment le juste prix en fait. Le problème, c'est que comme je l'ai dit, de l'autre côté, à l'Inter, on chiffre les besoins à 60-70 millions d'euros. Alors si tu vends Skriniar à 40, est-ce que derrière, t'es pas un petit peu juste pour rentrer dans tes frais? Tout simplement. Et si tu regardes un petit peu tous les joueurs qu'il pourrait vendre, et surtout qui ont une valeur sur chaque ligne, tout de suite, tu en viens à une conclusion très simple, on va avoir une opportunité pour Skriniar. Je m'explique. Hier, il y avait Bastoni parce qu'il est annoncé à Tottenham, intérêt d'Antonio Conte, Tottenham qui serait prêt à mettre 60-70 millions. Il a 23 ans, c'est quelqu'un qui est bon à la relance, qui est un petit peu moins rugueux que Milan Skriniar, mais ça vous a fait tilt. Il a 4 ans de moins. Évidemment, du côté de l'Inter, on compte sur lui, et surtout son agent a dit hier, après une réunion justement au siège de l'Inter, qu'il resterait définitivement. Donc là, je pense qu'on peut l'écarter. Ensuite, en défense toujours, le troisième, c'est De Vrij, qui s'écrit De Vrij. Problème, il n'a pas de cote sur le marché des transferts, il ne va pas rapporter d'argent. On veut recruter. Ça piste par exemple Bremer du Torino qu'on pistait sous Leonardo. Et donc te reste Milan Skriniar. 1 an de contrat, 27 ans, très attaché au club. Ça, pas de problème. Évidemment, il va falloir le convaincre. Et ça ne va pas être une mince affaire. Sinon devant, tu as Nicolo Barella, mais franchement, oui, je crois qu'il doit en exciter plus d'un parce que c'est vraiment un très très bon milieu, capable de se projeter et qui serait vraiment parfait pour le PSG. Et le problème, c'est que l'opportunité, c'était en 2019, plus maintenant. Il est trop important pour eux, quoi. Et le problème, c'est que s'il part, il laisserait un vide à combler absolument. Or, en défense, comme tu l'as vu, ça va recruter du côté de l'Inter, donc on peut se permettre de vendre. Et en attaque, là, pour moi, il y a balance. En fait, il y a balance entre Skriniar et Lautaro. Pourquoi? C'est osé ce que je dis, parce que Lautaro fait quand même une grosse saison, et bon, il a une grosse valeur marchande, évidemment. Mais il piste Paulo Dybala, même si les négociations semblent avancer dans le bon sens, ils ont encore quelques millions de décalage entre les exigences de Dybala et ce que l'Inter offre. Et il y a aussi le dossier Lukaku. Chelsea serait ouvert à un prêt, lui veut absolument tout faire, quitte à diviser son salaire par 2 pour retourner à l'Inter. Du coup, tu te dis, ouais, mais s'ils recrutent devant, peut-être qu'en fait, leur grosse vente, ça va être Lautaro Martinez. Donc pour moi, ça se joue entre Lautaro et Milan Skriniar. Voilà, mais dans tous les cas, on va avoir une opportunité. C'est vraiment un défenseur sur lequel j'ai aucun doute. Il va faire beaucoup de bien. Et il y a une question qu'il peut engager, sachant qu'il joue plus dans l'axe droit, à moins que tu partes sur une défense à 3. Le problème, c'est que, par exemple, si tu prends Galtier, qui aujourd'hui est en haut de la liste de la shortlist du club, la défense à 3, tu ne l'envisages pas en fait. C'est un 4-4-2 que tu envisages au PSG. Zidane, bon allez, on peut éventuellement envisager une défense à 3 et encore, mais peut se poser la question par exemple de Marquinhos au milieu de terrain. Parce que pour moi, il y a une réalité, c'est d'abord que Marquinhos, en tant que défenseur, on peut s'asseoir à une table et on peut discuter de sa gestion des phases de transition, de la profondeur aussi, parfois sa pugnacité un petit peu au duel. Voilà, par exemple, Milan Skriniar, ce serait peut-être pas le jour et la nuit, ce ne serait pas respecter Marquinhos, mais ce serait vraiment une grande différence avec le Brésilien en termes de rigueur dans les 1 contre 1 et athlétiquement, bien évidemment. En plus, évidemment, des faillites un petit peu mentales de Marquinhos, qui, on le rappelle, étaient là lors des 2 remontadas. Donc, pour moi, ce n'est pas un sujet tabou. Parler de Marquinhos en défense
et remettre en cause certains aspects de son jeu, on doit le faire. Donc c'est pour ça que je l'ai fait. Maintenant, l'envisager au milieu de terrain, c'est vrai que, en fait, pour moi, d'un point de vue individuel, Marquinhos, 1, est plus à l'aise au milieu de terrain parce que c'est quelqu'un qui a besoin d'avoir le jeu devant lui, qui a besoin de jouer en fait en avançant. Contre-presseur, en plus il a les qualités techniques pour échanger dans les petits espaces, pour distribuer aussi sur un jeu un petit peu plus long, parce qu'on rappelle qu'il n'est pas non plus dans le dernier tiers du terrain quand il est au milieu, hein, c'est un numéro 6 quoi. Par exemple, quand tu lui donnes un marquage à la culotte, à 1 contre 1, comme Paul Pogba à l'aller contre United en 2019, il gère très bien. C'est des choses qu'il apprécie, et il est beaucoup plus à l'aise, il apporte... Alors après, il apporte pas forcément plus dans la dimension collective au milieu de terrain qu'en étant défenseur. C'est vrai que c'est plus difficile à observer. Et surtout, en fait, pour moi, cet été, au milieu, au poste de numéro 6, faut pas penser à Marquinhos, quoi. Il faut recruter de la classe mondiale. Je le répète dans chacune de mes vidéos, mais voilà, il faut recruter quelqu'un qui va enfin mettre un petit peu tout le monde d'accord à ce poste-là, même si c'est un discours bateau complètement, hein, et qui semble en résigner plus d'un parce que ça fait 6-7 ans qu'on l'attend, ce milieu. Mais bon, ayons foi en Luis Campos, en ses recruteurs. Pourquoi pas en la puissance financière aussi, parce que, on va pas se mentir, c'est ce qui fait la différence, hein, tout simplement. Voilà, les recrutements à 20-30 millions, c'est pas ça qui va te donner des titulaires. On l'a vu avec Thilo Kehrer, Abdou Diallo, Idrissa Gueye, les recrutements opportunités, Danilo, Ander Herrera, c'est de la foutaise complètement. Au milieu de terrain, toutes les grandes équipes, leurs grands joueurs ont coûté un bras. Aujourd'hui, le Real, ils assurent leur numéro 6 pour les 10 prochaines années à 116 millions d'euros. Tout simplement. 22 ans, 100 matchs de Ligue des Champions dans le bagage, le garçon Aurélien Tchouaméni. Donc c'est un exemple parfait pour vous dire que aujourd'hui, voilà, il ne faut pas que ce soit un tabou. Hein. Mais ça, je l'ai déjà développé dans plein de vidéos. Le fait qu'au PSG, on nous a un petit peu résumé à l'argent qu'on a dépensé, alors qu'en fait, on a eu un prisme vis-à-vis de l'attaque. On a tout misé sur l'attaque. Et au milieu, on a mis 50 millions sur Paredes, mais sinon... pas plus de 25 hein, sur les joueurs qu'on a recrutés. Et le comble dans tout ça, c'est qu'aujourd'hui, notre titulaire indiscutable, Marco Verratti, le seul qui est intouchable, c'est celui qui a probablement coûté le moins cher. Or, ceux qu'on a recrutés gratuitement, Wijnaldum, Herrera. Et en défense, on l'a vu avec les latéraux. Jusque-là, on n'investissait pas. L'année dernière, on a calé 100 millions sur Mendes et Hakimi. Aujourd'hui, on est tranquille. On a de la classe mondiale à ce poste-là pour les 6-7 prochaines années. Bref, dans tous les cas, cette vidéo, elle concerne le milieu de terrain. Parce qu'il y a eu des bruits qui ont associé un joueur de Ligue 1 qui me plaît, évidemment. Alors, il a rencontré Kylian Mbappé, je crois que c'était à Cannes après sa prolongation, et son agence, donc qui s'occupe de ses intérêts, a mis un post sur Instagram. Aujourd'hui dans l'équipe type de la Ligue 1, peut-être l'année prochaine dans la même équipe, en gros au PSG. Je parle évidemment de Maher, le milieu de Rennes, qui a fait une très belle saison, qui est évidemment un profil atypique que je vais vous énoncer. Mais avant cela, parlons du poste et des ambitions de Campos dans ce secteur. D'abord, il veut plusieurs joueurs. Important à signaler, le PSG devrait recruter 2-3 joueurs en fonction des ventes et des opportunités qui se présenteront, parce qu'on rappelle, de toute façon... l'épine dans cette histoire, hein, évidemment, c'est les ventes. Parce qu'avant d'envisager un recrutement, il faut se débarrasser de tous nos mecs qui sont surpayés et qui nous servent à rien, qui ne sont pas capables de remonter un ballon, CF Wijnaldum, qui sont paresseux, Leandro Paredes, qui n'ont pas les qualités techniques, Danilo Pereira, ou qui sont tout simplement complètement absents, Ander Herrera, et irrégulier, Idrissa Gueye. Bref, dans tous les cas, on vise un 6 du type Fabinho, selon le journal L'Équipe, et un milieu pouvant évoluer un petit peu plus haut. Là, si tu es à la table de Nasser, je pense qu'il te suit de suite Paul Pogba. Problème, Luis Campos lui dit « Non, ça ne s'inscrit pas dans la politique que je veux mettre en place, donc on se retire un petit peu du dossier, on va laisser la Juventus rafler la mise. » Bref, se pose aussi la question, ça j'aimerais le souligner, en fait aujourd'hui, on a tendance à penser que le PSG est équipe de possession, même si aujourd'hui, non, on pensait ça il y a 2 ans, mais là, c'est clair et net, on est nul à chier, avec et sans ballon, quoi. Au milieu de terrain, on est nul, donc c'est-à-dire qu'il faut recruter un milieu capable de jouer sans ballon et avec ballon. Avec Maher, évidemment, c'est le second. Milieu avec ballon en phase de possession. Donc déjà les infos, c'est Santi Aouna pour Foot Mercato. Bien renseigné, attention, hein, moi je fais partie de ces défenseurs sur le PSG. Par exemple, ça a été un des premiers à dire, enfin le premier, à dire que Mbappé allait annoncer sa décision le fameux week-end là. Donc il a annoncé que le PSG est intéressé par le billet de Luis Campos, qui devrait prendre la température auprès de Rennes,
qui n'est pas très vendeur, on va se le dire. Là, le point névralgique, c'est le joueur. Si le joueur, bon évidemment, il serait évidemment fou à l'idée de rejoindre le PSG, maintenant, est-ce qu'il est prêt à aller au bras de fer avec sa direction? Voilà, c'est que dans cette dimension que tu pourrais éventuellement convaincre Reims de le vendre. Et avec une bonne offre à 25, pour moi, il faut mettre 25, pas plus sur lui, parce que c'est vrai que Lovro Maher, bon, il a sorti une bonne saison en Ligue 1, et il a quelques petits défauts qu'on va énoncer, notamment sur le plus haut niveau, les matchs à haute intensité. D'abord, le placement. C'est un milieu type 8-10 qui peut jouer, par exemple, comme à Rennes, à droite d'un 4-3-3, donc au milieu de terrain. Tu peux l'envisager ici avec Marco Verratti à gauche, et derrière, un vrai 6, tout simplement. Et quelqu'un qui va t'apporter beaucoup de projections avec le ballon, mais aussi sans, par les déplacements, parce qu'il se retrouve très vite dans le dernier tiers du terrain. Il se projette dans les demi-espaces. Je le dis tout le temps, l'animation à la Pep Guardiola. Je vous parlais de Barella, tiens, au début de la vidéo. Il va se projeter un petit peu comme lui, ou alors un petit peu comme un Kevin De Bruyne. Il va vraiment aller attaquer le demi-espace droit, entre l'ailier ou le latéral, et le buteur, évidemment, pour venir apporter de la densité, de la supériorité numérique, et un jeu en triangle, avec évidemment le latéral, Lovro Maher et l'ailier, tout simplement. Tout ça pour échanger, créer de l'espace, pour pouvoir gratter du terrain et partir sur un centre derrière. D'ailleurs, les centres, il les maîtrise aussi depuis le demi-espace. C'est intéressant, mais bon, avant de recruter un milieu de terrain qui fait des centres, recrutons un buteur capable de les reprendre. Parce qu'aujourd'hui, on a personne, tout simplement. Icardi n'est même plus capable de sauter, on le rappelle. Bref, il a une bonne conduite de balle. Évidemment, la passe, pareil. Il a le fameux bagage technique nécessaire pour s'imposer au PSG. On rappelle qu'on est un club quand même dans lequel il faut mettre un petit peu d'étincelle, un petit peu de paillettes. Exemple parfait, c'est Javier Pastore. Voilà, complètement irrégulier, tout le temps blessé, mais il a marqué les cœurs parce que c'est pas le foot des statistiques, c'est pas le mec qui a fait passer un cap au PSG en Ligue des Champions, c'est pas un mec qui marquait 40 buts par saison, mais c'est quelqu'un qui, lorsque tu le voyais jouer, te donnait des émotions, faisait chavirer ton cœur et évidemment mettait des étoiles dans tes yeux. Aujourd'hui, ce sont des profils des joueurs qui se perdent. Évidemment, moi, je fais partie des fans tout simplement du football émotion. C'est d'ailleurs pour ça que vous n'avez jamais de statistiques dans mes vidéos. Vous irez voir ailleurs si vous en voulez. Donc il a le bagage technique, ça pas de problème. Physiquement, il doit progresser quand l'intensité des matchs commence à de peser un petit peu. Même si à Rennes, il n'a pas non plus joué la Champions League. Par moment, il s'est fait un petit peu déposséder du ballon à cause de l'intensité et la dimension athlétique des grandes rencontres, tout simplement. Il maîtrise bien les feintes, par exemple, le jeu en triangle, comme je l'ai dit. Défensivement, étant à Rennes, c'est un bon contre-presseur. C'est quelqu'un qui va aller gêner les premiers circuits de relance très clairement, ou alors les seconds, qui est capable avec ballon de briser les lignes quand il est un petit peu plus bas, mais en général, il se positionne entre. Du coup, difficile de les briser quand tu reçois le ballon. Voilà. Ensuite, se pose la question du budget. Parce que pour moi, déjà, on n'a pas beaucoup. Alors, selon l'équipe, on a 80 millions auxquels il faut soustraire l'option d'achat de Nuno Mendes, qui est à 38. Donc, en gros, il nous reste 42 millions pour faire un mercato. Autant vous dire que je pense très sincèrement que c'est fake. Nasser qui nous a teasé de grands changements, une révolution. Crois-moi que Nasser, je crois qu'il réfléchit un petit peu que avec le chéquier. Je crois que ça, c'est pas faux. On peut tout lui dire à Nasser. Bravo, merci d'avoir prolongé Mbappé, merci pour tous les travaux que tu as fait. Mais bon, le chéquier y est évidemment pour beaucoup. Et je pense que les Qataris vont mettre la main à la poche, que Luis Campos a eu un petit peu de garantie. Je ne suis pas sûr qu'il ait à recruter autant avec seulement 40 millions. Bon. Après, tout dépend aussi des ventes, si tu dégraisses. Mais encore une fois, les ventes, l'idée, c'est pas de faire rentrer des indemnités, mais dégraisser la masse salariale et remettre un petit peu de l'ordre dans la hiérarchie des salaires et des statuts au sein du club. En fait, tu vends pour la symbolique et accessoirement pour le fair play financier qui, je ne cesserai de le répéter, va s'orienter sur les masses salariales l'année prochaine, je crois, il entre en vigueur. Donc voilà, bref. Donc le budget, au milieu, il faut faire un choix parce qu'il va falloir faire un gros recrutement. Donc soit tu fais ton gros recrutement sur le numéro 8, soit tu le fais sur le numéro 6. Mais tu ne peux pas faire les deux, évidemment. On ne va pas faire un mercato à 500 millions parce que derrière, il faut recruter un ailier pour remplacer Di Maria. Ça, c'est tout aussi important que le milieu. Un buteur
Et si tu mets déjà 40 sur Skriniar, bah bingo, hein, t'es déjà un petit peu aux fraises financièrement. Donc moi personnellement, je fais le choix de miser gros sur le 6. Voilà, là je vous signerai, c'est pas du tout original, mais il y a une ouverture, une vraie ouverture. Frenkie de Jong, voilà, Frenkie ping-pong, direct, tout simplement, milieu absolument parfait. En plus, il est polyvalent, il n'est pas que numéro 6, il peut évoluer un petit peu plus haut. Il est fantastique ce joueur, tout simplement. Et en plus, il a de l'expérience. Que demander de plus, tout simplement. C'est la différence avec 2019. Il a un petit peu plus d'expérience, même si son expérience, elle joue et pour lui et contre lui, parce qu'il a montré du coup qu'il était parfois un petit peu irrégulier et que dans les grands matchs, parfois, il peut se cacher, tout simplement, ces derniers temps. Bref, dans tous les cas, tu peux le voir dans l'autre sens. Tu fais un gros achat sur un numéro 8, 10 et en numéro 6, tu fais un achat low cost. Là, le gros achat, par exemple, bah, ça serait Paul Pogba. Parce qu'avec lui, tu parles de grosses primes à la signature et d'un salaire à 15-20 millions par an. Donc là, évidemment, tout de suite, tu as grillé ton budget complètement avec Paul Pogba. Voilà, bref. L'offre Marère, je suis séduit. Mais comme je l'ai énoncé dans son profil, pour la sortie de banc. Donc, milieu sortie de banc, c'est pas la priorité. Il faut recruter quelqu'un capable d'être titulaire tout de suite. Et puis surtout, il faut vendre avant quand même de penser à un mec qui viendrait justement pour voilà, jouer 20-30 minutes par gros match et jouer les matchs de Ligue 1 bien évidemment. Donc voilà un petit peu mon petit scénario avec lui, ça mettrait en avant la Ligue 1, Rennes qui est un club je pense à qui on peut faire confiance pour réinvestir les millions qu'on leur donnerait. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, comme d'habitude il faut vendre avant tout. Lovro Marer, profil très intéressant. On espère évidemment que ça va se concrétiser prochainement. Mais là, franchement, je suis très heureux en ce moment parce que Campos, il m'a l'air à fond sur le poste de défenseur. Là, il bosse, ça parle de Botman aussi et de Malo Gusto. Tiens, il cherche un remplaçant à Achraf Hakimi pour le doubler, le suppléer. Et c'est très intéressant. Là, il a ciblé un vrai besoin du club. Parce que à gauche, bon, à la limite, tu as Juan Bernat, bon, tu as Kurzawa, voilà, et tu as Abdou Diallo. Donc là, tu vois que déjà que numériquement, tu es plein. Tu as de la qualité technique avec Juan Bernat, tu as un profil défensif avec Abdou Diallo et un jeune en puissance qui monte avec Nuno Mendes. C'est plutôt pas mal. Par contre, à droite, Colin Dagba, il s'est tapé 6 mois de blessure, il est pas bon et il est frêle. Timothée Pembele, son prêt à Bordeaux, c'est pas franchement une réussite. Et en plus, là, je crois qu'il s'est fait les ligaments, donc terminé. Et Achraf Hakimi, bah, en réalité, il a besoin peut-être d'être mis en concurrence, aussi un petit peu, parce que sa saison plutôt moyenne, disons, j'allais dire mauvaise, mais ça aurait été très dur, tu peux l'imputer à Mauricio Pochettino, à Messi Di Maria qui le délaissait, au système aussi qui l'a bridé bien sûr, mais aussi à lui, parce que c'est peut-être un joueur qui est tombé assez facilement dans les travers de la vie parisienne, tout simplement, hein, qui est tombé dans une sorte de facilité ou qui a besoin d'un temps d'adaptation tout simplement. Hein, voilà, on ne lui en voudra pas, hein, Achraf Hakimi, mais dans tous les cas, sa saison est plutôt, globalement, on ne peut pas dire qu'elle est réussie. Il a fait une entrée en matière extraordinaire au mois d'août, et après, ça n'a pas tenu toutes les promesses engagées au mois de septembre, tout simplement. Même si je trouve que contre le Real, à part le fameux quart d'heure où tout bascule, il fait quand même une double confrontation assez solide, mais encore une fois, il prend l'eau complètement face à Vinicius dans le fameux quart d'heure véridique. Voilà, tout simplement. Bref, il a besoin d'être suppléé. Par quelqu'un pour le mettre un petit peu en concurrence dans l'idéal, mais encore une fois, le budget serré, je pense, va faire que ça, tu ne peux pas le remplir. Et un profil qui viendrait le compléter. Parce que Hakimi, c'est quelqu'un d'assez offensif, il faudrait quelqu'un capable de défendre. Là, pour moi, il y a une opportunité absolument en or, parce qu'en plus, il peut jouer défenseur central. J'en ai fait une vidéo parce qu'il a été associé au club à la mi-mai, mais c'est Nordi Mukiele tout simplement. Il faut foncer. En plus, le mec coûte 10 millions d'euros. En plus, il a de l'expérience en Europe. Leipzig, c'est quand même le haut niveau. Par exemple, Lovro Marer, je le verrais bien en Bundesliga. Tiens, c'est un milieu bien Bundesliga, tu vois. Mais vraiment, Nordi Mukiele... Franchement, il y a tout, quoi. Français, en plus originaire d'Île-de-France, qui est très équilibré, une belle culture défensive, pas non plus dégueulasse offensivement, capable de t'apporter au niveau des relances. Dans les airs, quelque chose qu'Achraf Hakimi et Kimpembe ne maîtrisent pas, il est bon. Bref, je ne m'éternise pas, à chaque fois les vidéos sont longues. Bonne soirée à tous, n'hésitez pas à poser un like si elle vous a plu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Bienvenue à ceux qui le feront. Très bonne soirée à tous. Ciao les amis, et puis surtout, prenez soin de vous avant tout.